intérieur qui exige que les Congolais puissent communiquer ce qu'ils ressentent en eux. Et aujourd'hui, ce sont les mamans congolaises qui ont quelque chose à dire et qui le ressentent en eux-mêmes et qui n'acceptent pas certaines situations qui sont en train de se passer dans notre pays. Et pour cette occasion, nous allons leur donner la parole de la manière suivante. Maman Agnès Mwamba, qui est à ma gauche, qui représente sa maman, va d'abord lire une déclaration. Elle sera suivie ensuite par Madame Kassabou, la présidente de la diaspora. Merci beaucoup. Donc, la nation et le peuple congolais en péril au regard de la grave crise politique et électorale. Position des femmes congolaises de la diaspora. Étant donné que le peuple congolais attend depuis l'année 2016 les élections générales qui devraient permettre le renouvellement des institutions politiques, mais surtout assurer l'alternance entre Joseph Kabila, président sortant, dont les 2 mandats étaient arrivés à terme, et le nouveau président à élire. Malheureusement, les choses ne sont pas passées de cette manière-là. Pour tenter de régulariser cette situation, des négociations ont lieu entre les forces politiques en présence et les membres de la société civile. Vu que l'accord du 31 décembre 2016 permettant au régime de M. Kabila de remplir pour un an n'a pas été mis en œuvre fidèlement, ni non plus intégralement. Finalement, après 3 reports successifs, les élections ayant été fixées à la date du 23 décembre 2013, puis à celle du 30 décembre, et que le processus électoral en cours en RDC n'est ni transparent, ni crédible, ni inclusif, ni sûr. Considérant qu'après un report d'1 semaine, le régime est en passe d'organiser des élections les plus conflictogènes de son histoire, en privant une bonne partie des citoyens du droit de vote, en dépit des pressions internes et externes, le pouvoir de M. Kabila continue à créer les conditions d'une confrontation avec le peuple congolais en interrompant la campagne électorale pour les présidentielles, mais aussi en amplifiant la répression et les massacres des populations civiles sans défense dans le Nord Kivu et au centre du pays. Tenant compte du fait que l'armée a été déployée dans la capitale et dans certaines grandes villes comme Bukavu, Goma, Kananga et Matadi, tout en l'impliquant dans l'organisation matérielle des élections et en laissant la CENI supprimer arbitrairement des bureaux de vote, et que tous ces facteurs ne rassurent nullement la population quant au bon déroulement du scrutin du 30 décembre et devrait donc nécessairement interpeller tout démocrate qui se respecte. Fort de la contribution inestimable de la diaspora congolaise à la survie de nos familles restées au Congo, au pays, nous, femmes congolaises de la diaspora, estimons qu'il est nécessaire à ce stade d'envoyer un message fort au pouvoir de Kinshasa, hors mandat, illégitime, imposteur, en vue des élections crédibles. Au cas où ce pouvoir, hors mandat, s'obstinerait dans sa volonté délibérée d'organiser des élections partielles, truquées et chaotiques, les femmes congolaises de la diaspora, avec leur présidente, préviennent que le peuple se prendra en charge aux fins d'écarter du processus électoral et de la gestion de la transition qui s'imposera de facto et de l'organisation de futures élections.
toute personne directement ou indirectement responsable de l'entrave à son exercice démocratique et à la reconquête de sa dignité, longtemps bafouée. À ce titre, les femmes congolaises de la diaspora dénoncent le fait que les dirigeants politiques en RDC hors mandat, depuis fin 2016, sont responsables des irrégularités suivantes, qu'elles considèrent comme assimilables au crime de haute trahison contre la République et les citoyens. Le renouvellement démocratique des mandataires constitutionnels en vue de la conservation durable du pouvoir à tout prix. B. Le recours aux divers stratagèmes pour contourner la Constitution et les lois en matière électorale, en dépit de l'opposition manifeste des citoyens. C. Elle condamne diverses tentatives de révision de la Constitution et des réformes de la loi électorale, ainsi que la prorogation illégale et délibérée de la durée du mandat présidentiel sur base d'une interprétation erronée de la loi fondamentale. D. Elle accuse le président Joseph Kabila, son gouvernement et ses collaborateurs d'avoir violé des accords politiques conclus sous la direction de la Conférence épiscopale catholique congolaise, la CENCO. Et elle déplore aussi la non-prise en compte des revendications légitimes du peuple congolais, du strict respect du pacte républicain en vue de parvenir à une alternance garantissant la justice sociale, la liberté et le mieux-être des citoyens. Les femmes congolaises de la diaspora déplorent le silence de la communauté internationale face à la répression répétitive et sanguinaire contre les civils non armés qui essaient d'élever la voix contre toutes ces irrégularités. Elle crie très haut pour se faire entendre face au silence coupable des institutions internationales qui tolèrent l'instrumentalisation, la corruption et la manipulation des structures régaliennes de l'État telles que la magistrature d'une manière générale, la Banque centrale, la Cour constitutionnelle et la CENI. Elle rappelle que chaque jour, la population sans défense assiste impuissante au rafle des jeunes et à l'étouffement de toute manifestation. Les fosses communes se comptent par centaines à travers le pays. Tout citoyen qui ose dénoncer ces abus du pouvoir est arrêté, torturé et emprisonné. Il s'agit là des pratiques inacceptables en plein XXIe siècle, qu'aucun démocrate digne de ce nom ne peut de toutes les manières cautionner. Par ailleurs, excusez-moi. Par ailleurs, il est clairement établi et reconnu qu'au terme de 17 ans du régime kabiliste, la République démocratique du Congo est dans l'abîme. La population est extrêmement paupérisée. La jeunesse est sans perspective et désespérée, au point de croire que l'exil resterait la seule voie de survie. La corruption a atteint des sommets vertigineux. Les routes, en état de délabrement avancé, sont dangereuses et source de tracasseries et d'angoisse quotidienne. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Des civils sont massacrés chaque jour et chassés de leurs terres dans le nord-est du pays. Environ 4500 déplacés forcés internes sont sans aucune assistance. Afin de préserver ce pays de l'horreur et d'éviter aux populations les affres d'une lourde perte de vies humaines, il est impératif de stopper sans délai cette folie meurtrière d'une dictature sanguinaire. Dès lors, les femmes congolaises de la diaspora déclarent
que la population congolaise, ayant fait échec au prix de son sang, à un troisième mandat anticonstitutionnel, exige les élections crédibles et transparentes à tout prix. Au cas où le régime en place serait incapable de les organiser, à mon avis, il serait incapable, d'une manière crédible, une transition sans le régime devra être imposée. Celle-ci sera une période d'une profonde réforme administrative en vue de recenser les citoyens, leur attribuer des cartes d'identité, d'éradiquer la conspiration de la corruption et d'instaurer une coopération win-win avec tous les partenaires qui ont besoin des ressources naturelles dont regorge la RDC. Les femmes congolaises de la diaspora proclament impérative cette transition salutaire qui doit être gérée par des personnes compétentes et intègres de la société civile, qui ne seront pas autorisées à briguer un quelconque mandat politique au terme de la transition. Dans le staff du pilotage de la transition doivent figurer pour moitié des femmes congolaises résidant au pays et de la diaspora. Enfin, c'est un réapproprier la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les femmes congolaises de la diaspora s'engagent à garantir la paix avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Soit quand même une période où dans chaque famille on peut envisager la paix, espérer la paix, construire la paix et en tous les cas placer la confiance auprès de ceux et celles qui sont à même d'incarner cette espérance. Alors en qualité de présidente de la diaspora, je ne peux que évidemment ici encourager toutes nos consoeurs, tous nos compatriotes qui se battent inlassablement depuis tant d'années. Mais je crois qu'aujourd'hui, en complément de ce qui vient d'être lu, il y a de grandes interrogations que nous devons aujourd'hui vraiment mettre en lumière. Il peut vous souvenir que l'ancien président, le défunt Léopold Sédar Senghor, avait dit un jour que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Eh bien, je pense que notre pays a failli parce que toutes ces années de dictature n'ont pas permis justement à ce que l'éducation civique passe et en tous les cas que les femmes prennent conscience de leur importance en tant qu'opératrices politiques aussi. Et nous avons beaucoup plus assisté à une instrumentalisation des femmes et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles justement ce sont les femmes qui ont été prises pour victimes afin de perpétuer tous ces massacres que nous voyons à partir de l'Est. Alors, s'il y a une réflexion aussi à ajouter par rapport à tout cela, c'est peut-être de s'interroger aujourd'hui, que faire pour que demain tout cela ne se reproduise pas, que les femmes ne soient plus instrumentalisées comme armes de guerre, que ces viols massifs cessent. Eh bien, je pense que l'interrogation qui s'impose, c'est celle des enjeux géostratégiques. Que signifie la place du Congo dans le monde? Et surtout, que signifie la place des femmes dans ce Congo? Et qu'est-ce que nous voulons, nous, comme République démocratique du Congo, demain? Il nous faut maîtriser justement les enjeux géostratégiques, surtout. Parce que nous assistons pratiquement à une querelle inlassable entre les multinationales, justement parce que nos terres regorgent de ces matières premières qui aujourd'hui sont à la pointe de la technologie dans le monde. Et donc, la femme n'ayant pas eu la possibilité de bénéficier d'une éducation politique et d'une éducation civique, évidemment, elle ignore pourquoi il y a eu tous ces massacres. Mais je pense que ces enjeux ont aussi instrumentalisé certains Africains qui
se sont plu à perpétuer justement ces massacres et à envahir notre pays. Alors je pense que l'imposture qu'on vient de rappeler ici dans la lecture, l'imposture de Kabila Kanambe, mais c'est une imposture qui a pris corps au Rwanda. Et je crois qu'aujourd'hui, le moment de vérité est arrivé. Et donc, ce complot, parce que finalement, c'est d'un complot qu'il s'agit, ce complot contre le Congo a dû passer par les femmes, victimisées, massacrées, mutilées, martyrisées. Et pourquoi par les femmes? Tout simplement parce que le plan diabolique, c'était de faire disparaître ce pays. Nous avons souvent dit de balkaniser ce pays. Mais comment balkaniser ce pays? Mais justement en éradiquant la congolité de ce pays. Et comment éradiquer la congolité de ce pays? Mais tout simplement parce que la matrice fondamentale qu'incarne la femme congolaise, eh bien c'est cette matrice qui devait être définitivement détruite pour que la reproduction de cette congolité n'ait plus lieu d'être. Et donc voilà pourquoi par le Rwanda, on s'est acharné à tuer les petites filles, à les massacrer, les mamans, les grands-mères. Et aujourd'hui, on nous donne un prix Nobel de la paix parce qu'on répare les survivantes à ces massacres. Mais en réalité, on n'a pas fait grand-chose, sinon rien, pour éradiquer justement les causes qui conduisent à ces massacres. Tout simplement parce que le complot avait été entériné et que la meilleure façon d'atteindre la balkanisation, c'était politiquement les rébellions, mais surtout sociologiquement, ethnologiquement et anthropologiquement massacrer les femmes. Et je pense que lorsque nous aurons des démographes tout à fait honnêtes, ils pourront établir une courbe, la pyramide des âges, pour constater que à un moment donné, il y a un grand trou noir dans le tissu démographique congolais, tout simplement parce que on constatera une rupture, en tous les cas, dans la progression du pourcentage de la congolité. Et donc voilà, je pense que si on prend conscience de cette dimension, alors on doit justement se réveiller, parce que complot il y a. Ici, pour un harcèlement sexuel, pour le même type de massacre, je pense que l'auteur, les commanditaires ne font pas long chemin. Mais chez nous, on a laissé courir cette situation pendant plus de 15-20 ans. Et donc, ça veut bien dire qu'on était au courant de la situation, mais qu'on n'a rien voulu faire, puisque tout le monde voulait que le Congo redevienne la terre incognita, où chacun peut venir exploiter un bout de lopin de terre, s'en aller et faire des profits au détriment de nos populations. Et donc, c'est une prise de conscience que nous devons prendre, nous les femmes congolaises. Et cette prise de conscience, en tous les cas, nous allons nous y engager. Il n'y a pas que des élections qui doivent être préparées dans un cadre d'une transition responsable, dans le cadre d'une transition politique réfléchie et en tous les cas débarrassée du pouvoir en place, du système en place. Mais il y a également une très très grande réflexion qu'il va falloir porter pour que dans les générations futures, nous puissions rétablir les choses comme elles se doivent et surtout ramener le Congo dans ses droits. Alors, le silence de la communauté internationale que Madame Agnès vient de rappeler ici, c'est un silence justement diabolique, c'est un silence suffocant, c'est un silence meurtrier, parce que c'est un silence qui a trop longtemps duré. Et je crois qu'il nous appartient à nous, les femmes congolaises, d'interrompre ce silence, de briser ce silence pour que nous puissions faire entendre la voix du peuple congolais. Et donc voilà, je ne vais pas prolonger cet entretien, si ce n'est que nous devons attirer l'attention du monde entier sur les interdictions qui viennent d'être prononcées contre certaines régions qui n'iront pas voter. Non pas que nous étions pour ces élections, mais on voit très bien que la balkanisation dont il était question, et en tous les cas, les velléités de se réapproprier nos terres par le Rwanda, s'expriment justement dans cette exclusion des provinces
de l'Est qui ne peuvent pas aller voter, mais tout simplement parce qu'on ne les reconnaît même plus comme Congolais. Et que demain, il ne faudrait pas s'étonner qu'on entende, mais non, nous voulons une république du Rwanda ou que nous n'appartenons pas au Congo. Donc il y a une machination qui vient perturber justement le désordre ambiant, de sorte que ce qui n'aura pas été atteint par toutes ces manœuvres et par tous ces reports incessants, et bien qu'on puisse les réaliser tout simplement parce qu'on aura décrété que telle province ne peut pas voter, mais de facto, ce sont alors des provinces qui appartiennent ou qui appartiendraient au Rwanda. Donc il faut s'insurger contre cela, et je crois que les femmes qui sont victimes dans toutes ces régions-là, qui aujourd'hui sont des personnes déplacées, nous devons absolument nous lever, ne pas attendre le 30 décembre, déjà se lever aujourd'hui pour donner l'alerte et dire que mais c'est justement une tentative d'entériner l'appropriation de nos terres par le Rwanda. Parce que subitement on ne parle plus du Rwanda, mais on parle simplement du report des élections, on reparle de candidats qui voudraient redialoguer, etc. Mais je crois que tout cela est à balayer, car tout cela est empreint de complicité qui voulait que justement notre pays soit encore à la merci de cette terra incognita où chacun devait encore pouvoir venir puiser ce dont il avait besoin pour des enrichissements personnels à la fois en Afrique et en dehors de l'Afrique. Donc voilà, mes chers amis, ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Donc, tirer la sonnette d'alarme. Il n'est pas question que les Congolais puissent accepter que des provinces n'aillent pas voter, pendant qu'ailleurs, on retire certaines machines à voter. Donc, en réalité, la moulinette est en train de tourner pour que, ici ou là, eh bien, que les agresseurs de notre pays puissent encore ramasser des morceaux. Eh bien, ça, il n'en est pas question. Et donc, nous disons clairement que les femmes congolaises sont debout aujourd'hui. Les femmes congolaises peuvent compter sur leurs sœurs de la diaspora. Et en tous les cas, la diaspora congolaise responsable va peser de tout son poids pour que désormais la diaspora ne soit plus bannie des entretiens, que la diaspora ne soit plus ignorée des pourparlers, mais qu'au contraire, que ce soit la diaspora congolaise qui soit aux avant-postes de toutes les initiatives qui vont redéfinir le cadre politique, géopolitique de notre pays. Je vous remercie. Je vais poser la question aux femmes. Ma question, maman peut noter déjà. Je veux savoir quel sera l'apport des femmes de la diaspora pour résoudre la question que je pose dans cette réflexion. Ma réflexion est celle-ci. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, lorsque vous avez un problème auquel vous ne savez pas trouver solution, peut-être c'est vous qui êtes le problème. Je pense que le Congo a un problème d'unité aujourd'hui et excusez-moi, je sens que ce problème-là est même au niveau de la diaspora. J'ai mené quelques actions avec mon aîné en face, il n'y avait pas assez de gens. Ici, je ne vois pas assez de gens. J'ai assisté au moins à 5 activités depuis que je suis venu. Je sens toujours qu'il y a des groupuscules. Comment voulons-nous lancer un message? Parce qu'aujourd'hui au Congo, on est en train de demander à Cash et Lamuka de se mettre ensemble pour mener une action parce qu'ils ont quand même la population derrière eux, mais à notre niveau de la diaspora. Voilà ma question. Qu'est-ce que les femmes de la diaspora pensent faire pour mettre les Congolais de la diaspora ensemble? Adresser une petite question à Madame Agnès. C'est sur la proposition. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, Cyprien Boussaki. Ma question est simple. C'est sur l'organisation d'une transition au Congo, dirigée par la société civile apolitique. Je souscris pleinement à cette idée, à cette hypothèse, mais cependant j'ai quelques interrogations à ces propos-là. La première interrogation sur si transition il y a, quelle organisation, quelle institution, fut-elle internationale, serait capable de convoquer cette réunion de transition? Et par conséquent, quel organe
pourrait mettre en œuvre les décisions ou les résolutions qui seraient prises lors de ces assises-là? C'est juste un petit constat que je me pose à nous, diaspora, parce que depuis 20 ans, on a créé la communauté internationale qui reste muette. Et si on se réfère à l'histoire, il y a eu des accords entre, à chaque fois qu'il y a eu un problème économique, et nous en sommes vraiment dedans, il y a eu des guerres pour arrêter tout ça et relancer. Et aujourd'hui, le seul terrain qui, pour moi, démontre la source d'argent frais reste le Congo. On ne pense pas, on ne trouve pas que, en se référant à ces gens, nous appellerons un pompier pyromane à notre secours. Louise Ngandou, j'espère que ma voix porte. Je voudrais d'abord dire une chose. Le Congo sera libéré par les Congolais et pas par la communauté internationale. Il s'agit de la dignité d'un peuple, de la dignité des femmes et des filles du Congo. Au moment où nous parlons, il y a des viols massifs qui sont en train de se passer sur le territoire en ce moment du Congo. Et nous ne pouvons pas regarder cela. Je salue l'initiative des femmes congolaises. Ça montre que les femmes congolaises n'acceptent pas la fatalité. Elles veulent dire stop. Et ce n'est pas la première fois. Et on se lèvera toujours pour dire stop à ce qui se passe. Et on va aller plus loin. Ce qui se passe au niveau des femmes, on va anéantir notre pays. Et donc ce qui se passe au niveau politique, c'est aussi l'affaire des femmes. C'est l'affaire des filles du Congo et des femmes du Congo. Et nous voulons dire que par rapport aux élections, il n'est pas question d'organiser les élections dans une partie du Congo et de délaisser l'autre partie. Le Congo est un et indivisible. Nous sommes Congo. C'est le sang Congo qui est en train de couler en ce moment. Ce sont les femmes et les filles du Congo qui saignent en ce moment. Et nous voulons dire non. Non aujourd'hui. Et on va se lever, on va se mobiliser, on ira partout, on va nous entendre partout pour dire non, non et non. Marie-France. Moi, je voulais réfléchir un peu ensemble avec la salle. Nous avons la situation que nous vivons aujourd'hui au Congo. Kabila ne veut pas partir, il a les armes, la population a peur de sortir dans la rue, le Congolais a peur de la mort, le Congolais a peur de braver la police, parce qu'ils ont peur de mourir. On a vu les pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était aussi dans la même situation que nous. Les Sud-Africains noirs, ils étaient même illettrés, nous on est des lettrés. Ils n'avaient aucun pouvoir au pays. Les Blancs avaient la police, l'argent, le pouvoir. Mais les actions qui étaient faites en Afrique du Sud, c'était de plus grande envergure que ce que nous faisons. C'est-à-dire, excusez-moi de le dire, mais Kabila, il sait que le Congolais a peur, il sait que le Congolais, devant les armes, il ne résiste pas, il sait qu'il peut tout faire, ça passe. Il peut reporter les élections du 23 au 30, pourtant il a clamé que vraiment le 23, ils ont reporté, ils ont vu que c'est passé. Le 30 ici, il balkanise Beni, Butembo et Yumbi là-bas à Maïnombe. Bon, c'est vrai, on va bouger un peu, les gens de Beni ont fait la marche, on les a tués, ils ont eu peur. Les gens parlent sur le YouTube, WhatsApp, donc des images et tout. La Kabylie est habituée avec ces choses-là. Ça ne lui fait rien du tout, ça ne lui fait plus peur. Parce qu'ils nous connaissent. Non, je voulais seulement cadrer un peu ma question. Moi, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir pour voir d'autres moyens? Quelles sont les possibilités pour pouvoir braver un peu ce pouvoir? À part tout ce qu'on a déjà eu à faire avant, quelles sont d'autres voies que nous pouvons utiliser pour pouvoir braver ce gouvernement-là? Je ne sais pas s'il y a des choses en coulisses ou des contacts ailleurs, mais au niveau du Congolais lui-même, qu'est-ce que nous pouvons faire qui soit nouveau, qui peut peut-être nous emmener à quelque chose de différent? Parce que malgré tout ce qu'on fait, ils sont toujours là. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, monsieur avait déjà abordé ça, mais je voudrais renchérir.
Nous parlons de la transition sans Kabila. On parle de ça depuis. Kabila est bien ancré là-bas, il ne veut pas partir. Bon, maintenant la transition sans Kabila, nous la voulons. Ça doit se faire, mais ça va se faire comment? Quelles sont les garanties, quelles sont les bases, quelles sont les assises que nous pouvons avoir pour monter une transition sans Kabila et que Kabila parte? Parce que c'est un souhait, c'est un vœu pieux. Mais comment nous allons le faire et le réussir et que Kabila parte? Parce que la finalité dans tout ça, que Kabila parte. Parce que même avec les élections, je vous dis, il ne partira pas. Donc il faut d'autres stratégies, d'autres réflexions, d'autres actions que nous n'avions jamais fait, et surtout dans cette transition-là. Comment faire asseoir cette transition-là au Congo? Parce que lui, il est là-bas. Nous, la transition se dit dans les bouches, ça se dit à l'étranger, à la diaspora. Mais comment faire asseoir cette transition? L'une des Congolais de Belgique et pour Euro-Africa TV. En politique, il y a un principe simple. La question sera posée à Mme Justine Kassaoubou. Il y a un principe simple, c'est le rapport de force. Si Kabila est là, c'est parce qu'il est fort. Sa force vient du fait qu'il est là. Il a les armes, il a la banque, il a toutes les institutions. La seule et unique force qui peut le défenestrer, c'est la population. Et là, je vais embrayer sur l'intervention de Di. Et la population, c'est en fait l'ensemble des hommes et femmes, mais surtout derrière une grande idéologie, derrière un objectif commun. Et Di a fait une bonne peinture du citoyen congolais ici à l'étranger. C'est qu'on est désunis, on est égoïste, on ment. Et sur base de ça, est-ce qu'il est possible que des gens qui sont dans le faux puissent être derrière un seul idéal? Parce que l'idéal même, ils n'y sont même plus ensemble. En fait, la question c'est celle-ci. Vous, en tant que présidente, quelle action pouvez-vous faire? Un, pour changer le cœur de l'homme congolais. Et une fois ce cœur changé dans le bien, dans le sens du bien, de la vérité, et qu'ils puissent enfin se mettre tous derrière une idéologie qui est simple. En fait, si on veut libérer le pays, il faut qu'on y croit. Pour y croire, il ne faut pas qu'on soit dans le faux. Voilà ma question. Que l'homme congolais change, parce que vous allez voir que beaucoup de choses se tiennent. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se regroupent et que Maman Justine pourrait voir. Donc moi, je pense que pour qu'on change, on a parlé de cette unité. Vous voyez, c'est ce qui nous manque. Et donc, je pense que c'est peut-être bien qu'elle commence. Et comme ça, à partir d'elle, on va essayer de construire. Parce que je suis d'accord. Il y a déjà eu tellement de réunions. Il ne faut pas que ceci soit aussi encore une réunion où on discute. Il faut qu'on sorte avec des pistes réelles. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait voir. Merci beaucoup. Donc, je rebondis sur la dernière de toutes les questions. Monsieur Fita, vous avez évoqué le rapport des forces. Oui, je suis d'accord avec vous qu'en politique, c'est le rapport de force qui compte. Et vous signalez que le seul argument que nous avons, nous, opposition, c'est la population. Bien. Ça, je crois que ce sont des éléments objectifs. Mais je pense que dans le rapport de force, il y a aussi les éléments de géopolitique qui interviennent. Parce qu'on n'est pas à la tête d'un pays, on ne gouverne pas un pays simplement parce qu'on a les armes avec soi. Mais c'est parce qu'on a des partenaires, parce qu'il y a des enjeux. Et donc, vous situez le deuxième aspect de votre intervention sur l'élément, comment dirais-je, psychologique, hein, peut-être, parce qu'il faut parler maintenant du cœur des hommes congolais. Éthique. Bon, je crois que l'unité d'abord, c'est bien ça votre dernière question. Je crois que l'unité, nous pouvons aussi la concevoir à travers vous les médias. Lorsque ici, nous vous invitons, il nous arrive aussi d'entendre, oui, mais ah bon, je ne viendrai pas. Vous pouvez aussi faire une mobilisation pour que la prise de conscience, le rapport de force soit une caisse de résonance assez conséquente
parce que vous êtes plus nombreux que ceux que nous voyons ici. Et donc, il faudrait aussi accorder de l'importance à ce que vos consoeurs, vos compatriotes font. Pas vous, personnellement, mais vous avez des confrères qui ne sont pas là aujourd'hui. Et je pense que nous devons tous jouer franc jeu, nous reconnaître d'abord, et à ce moment-là, cette importance, cette reconnaissance fera aussi toute la différence par rapport à ceux qui observent la situation du Congo. Quand ils vont voir que les Congolais ont pris conscience de leurs valeurs intrinsèques, mais également de leurs valeurs objectives, eh bien, ils vont aussi commencer à nous respecter. Mais dès lors que certains dédaignent les actions que d'autres mènent, ou qu'il y a des manifestations, il y a moins de monde, comme ça a été souligné par quelqu'un précédemment, eh bien, à ce moment-là, nous sommes toujours en train de tanguer. Alors, mais je ne m'arrêterai pas à ces éléments-là. Je crois qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut miser l'action politique sur le cœur de l'homme ou bien sur la détermination et la vision qu'on a pour son pays? Moi, je pense que ce que nous, on attend de l'opinion, ce que nous, on attend en général de tous les observateurs, c'est d'abord de restaurer, et nous allons y contribuer bien sûr, à la respectabilité du peuple congolais. Il y a une souveraineté du Congo qui existe depuis le 30 juin 60, et je pense que si nous sommes conscients de cette souveraineté, c'est là-dessus que nous devons nous appuyer, parce que ce sont des éléments de droit, des éléments de principe qui sont absolument irréfutables. Qui se bat aujourd'hui pour le 30 juin 1960, c'est-à-dire l'intégrité du Congo un et indivisible, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? Je n'entends pas ça tellement. Et nous devons d'abord savoir si nous nous battons pour le Congo uni ou bien si nous nous battons pour des morceaux du Congo, tout simplement parce qu'on attrape une enveloppe ici et, ma foi, on est satisfait parce qu'on peut alléger un peu les difficultés de sa propre famille. Donc, c'est de cela aussi qu'il s'agit. Alors, moi, je dirais que il faut prendre conscience aussi de ce qui peut être interprété comme les points faibles dans ce rapport de force. Et vous avez raison de dire que le manque d'unité peut constituer un de ces éléments. Mais moi, je dirais que la vision politique, lorsqu'elle est absente, constitue aussi un élément de faiblesse. Donc, il faut corriger cela. Alors, quelle est la vision politique que nous, on peut proposer? C'est d'abord de savoir si on veut un Congo unitaire, c'est tel que nous l'avons toujours clamé, ou bien s'il va falloir justement redéfinir un peu le cadre constitutionnel. Et je crois que notre constitution pêche beaucoup. Donc là, il y a une ambition qu'il va falloir incarner, qu'il va falloir aussi redynamiser, parce que si nous voulons continuer à vivre ensemble, ce n'est pas tellement la constitution que nous avons sous la main, telle qu'elle, que nous devons observer. Il va falloir l'amender. Et donc ça doit être un objectif pour permettre au Congo du 30 juin 60 de se recadrer et de relancer le processus de développement pour notre pays. Alors je dirais aussi que concernant l'avenir, concernant la vision, nous devons savoir en matière éducative par exemple, qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat jusqu'ici avec les partenaires traditionnels du Congo, parce que là aussi c'est un élément de rapport de force. Nous avons envoyé nos enfants être éduqués dans les académies et dans les écoles en Occident. Mais qu'est-ce qu'on obtient comme qualité de l'homme, justement, de la qualité du cœur de l'homme à l'issue de ce processus? Eh bien, nous obtenons des intellectuels qui sont faibles, des intellectuels qui sont corruptibles, des intellectuels qui renient leur pays, des intellectuels qui vendent leur pays, et des intellectuels finalement qui ne sont pas du tout motivés pour construire le pays, mais vous allez les entendre, oui, mais est-ce que donc, vous voyez que ce partenariat-là pose problème. Est-ce que nous avons eu raison d'envoyer tous nos enfants dans ces mêmes académies? Puisque la rentabilité en termes de qualité de ressources humaines n'est pas au rendez-vous. Ou alors, lorsque nous avons quelques Congolais qui sont aptes à prendre des initiatives, à braver la mort même, hein, l'idée de la mort, eh bien vous trouvez tout de suite des machines qui se mettent en place en Occident ou même en Afrique maintenant pour que cette révolution n'ait pas lieu. On veut lancer le peuple dans la rue parce qu'on pense que c'est une vision qui doit être défendue. Eh bien vous trouvez tout de suite des accords, des gens qui viennent vous intimider pour que vous vous déroutiez de cette initiative-là. Alors, moi je crois que
On a rappelé tout à l'heure qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Eh bien, nous, les femmes, nous devons maintenant voir dans nos ménages, lorsque le papa est disposé à ce que sur les 5 enfants que le couple a, eh bien, il y en a peut-être 2 qu'on peut envoyer étudier en Amérique latine. Les autres, on peut avoir le choix. Parce que si on veut voir le Congo au loin, bien, il va falloir que nous produisions aussi une ressource humaine qui soit apte à défendre le pays. Et je pense que la philosophie qu'on enseigne dans les universités en Amérique latine, ce sont des philosophies de libération, des philosophies qui affranchissent l'homme de toutes ces peurs absolument stériles et polluantes. Et donc, je crois que la qualité de l'homme qui sort des institutions d'Amérique latine est peut-être meilleure que la qualité de l'homme qui sort des institutions en Occident. En Occident, nous sommes faibles, nous n'arrivons pas à défendre notre pays. Et nous sommes corruptibles, justement, vis-à-vis des mêmes maîtres. Mais peut-être qu'il faut changer de maître éducatif pour que nous soyons aptes à nous affranchir et à défendre notre pays. Donc je crois que, en termes de vision politique, dans l'éducation, dans l'attribution des bourses d'études, peut-être que là, il y aura une réflexion à mener, parce qu'on ne pourra pas distribuer maintenant tous azimuts des bourses rien que vers un seul axe, c'est-à-dire l'axe de l'Occident, qui ne nous le rend pas. Mais au contraire, qui repère les meilleurs d'entre nous pour mieux les inonder, pour mieux les suffoquer, de manière à ce qu'ils ne puissent pas reproduire la science qu'ils ont acquise dans les universités. Ça, c'est pour vous citer un exemple. Alors, je pourrais aussi dire que le rapport de force sur le plan économique, par exemple, aujourd'hui, nous disons que la diaspora congolaise pèse 9 à 10 milliards. Mais je crois que ce chiffre-là, qui est tout à fait authentique, ne nous dit pas exactement si ces 9 à 10 milliards passent par des créneaux, par exemple, de Western Union ou de MoneyGram. Je pense que ces 9 et 10 milliards, c'est probablement toutes ces entités financières confondues, je pense. Alors, à partir du moment où c'est toutes ces entités financières confondues, bien, il faudrait voir maintenant, parmi ces entités, quelles sont celles qui sont beaucoup plus en complicité avec le pouvoir sanguinaire à Kinshasa. Si, par exemple, nous pouvons établir que MoneyGram est plus ou moins une institution un peu service public, bon, mais que, par exemple, Western Union peut-être est beaucoup plus complice de l'imposteur et de tout ce qui tue nos populations. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste Money Transfer, il nous reste toutes les autres. Je ne sais pas si tout ce qu'on voit ici existe au Congo, mais je sais que Western, MoneyGram, Sofincom, etc. Alors, peut-être qu'on pourrait faire une étude, une évaluation pour voir quelles sont les complicités du pouvoir en place. Et s'il est établi que, par exemple, c'est Money Transfer qui est complice du pouvoir en place, parce que c'est là que le pouvoir en place exerce beaucoup d'opérations et soutire beaucoup de dividendes, eh bien, qu'est-ce qui nous manquerait à nous, diaspora responsables, de donner un mot d'ordre pour dire que on ne refuse pas qu'on aide nos familles, mais désormais, on choisit les canaux. Et si on pénalise un canal, mais je pense qu'ils vont commencer à réfléchir, parce que le manque à gagner sera tel qu'ils vont se dire « Ah mais non, ça ne peut plus continuer comme ça, je dois aussi gagner ma vie ». Ils vont commencer maintenant à fléchir, et je crois que le pouvoir en place n'aura plus beaucoup de jours devant lui. Donc, je crois qu'il faut appliquer, et ici ce n'est pas un secret d'État, hein, je crois qu'il faut appliquer la politique que les Martin Luther King ont menée. Parce que le moment où ils se sont rendus compte, les Noirs américains, que c'est eux qui utilisaient le plus les transports en commun, et qu'ils ont donné un mot d'ordre, eh bien nous irons tous à pied au travail. En 3 jours, les Américains se sont rendus compte que le manque à gagner était tel que, et à ce moment-là, les droits civiques ont commencé à évoluer aux États-Unis. Eh bien, si nous aussi, nous nous rendons compte que, par exemple, dans ce domaine-là, il y en a d'autres, hein, que dans ce domaine-là, telle institution financière est complice du pouvoir qui tue les Congolais, on peut les pénaliser. Eh bien, on passe par les autres. On enrichit les autres, ils seront bien contents de nous soutenir. Et celui qui sera pénalisé, il va commencer à plaider maintenant pour sa chapelle. Et voilà comment on peut maintenant juguler le rapport de force. Donc, je pense que par ces 2 exemples, nous pouvons bien comprendre que nous avons le pouvoir en main de changer les choses et qu'il ne faut pas toujours se focaliser sur le fait que
là-bas il y a les armes, oui, mais nous on a les idées. Et avec ces idées, si nous sommes déterminés, il y a moyen de changer les choses radicalement. Alors, il y a une autre question. Je ne sais pas si je m'arrête là, Madame Agnès, parce que j'ai envie de répondre aussi à... et après, je vous repasse la parole, puisque vous me l'avez si aimablement accordé. Alors, quel est l'apport des femmes? Vous avez posé cette question. Mais l'apport des femmes, c'est d'abord d'attendre de vous qu'on reconnaisse le travail qui est effectué. Il y a des élections ici. Nous sommes en train de diriger cette diaspora. Mais qu'est-ce qui vous empêche de considérer que c'est aussi de votre devoir d'aider le gouvernement de la diaspora, par exemple, et de ne pas rester chez vous à vous dire « Ah, mais non, là-bas, il y avait un deuil. » Mais s'il y a un deuil, oui, moitié-moitié, parce qu'il faut... Celui qui est parti, nous allons le pleurer, je pense, un temps. Mais après, il faut aussi vivre, penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est le gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas dire, non, comme j'ai eu un deuil, je mets tout sur le deuil. Et alors après, quand le deuil sera passé, qui va maintenant vous aider? S'il n'y a pas un gouvernement qui est soutenu, qui est motivé. Donc, je crois que c'est notre propre comportement. Ne dites pas que, oui, qu'est-ce que vous attendez? Mais vous-même, dans votre comportement, est-ce que vous êtes apte à cotiser? Pour le dire d'une manière très simple. Est-ce que vous êtes apte à comprendre que vous n'enrichissez pas une personne, hein, mais que vous êtes en train de vous aider vous-même? Parce que dans la mesure où la diaspora va prendre à cœur de résoudre beaucoup de problèmes qui nous préoccupent ici en diaspora, mais avec des retombées au pays, mais c'est vous-même que vous aidez. Donc en quelque sorte, c'est de savoir discerner quel est l'intérêt général et quel est l'intérêt particulier. Parce que si vous vous focalisez sur l'intérêt particulier, alors à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est dans sa parcelle. Vous n'allez pas très loin. Mais si vous vous préoccupez aussi de l'intérêt général, mais dès que vous quittez votre parcelle, c'est là que commence l'intérêt général. Et si vous n'avez rien fait, eh bien, la route restera trouée et vous allez abîmer votre voiture que vous venez pourtant d'acquérir d'une manière assez conséquente. Donc, moi je crois que le cœur de l'homme, finalement, M. Fita, c'est nous-mêmes. Et si vous êtes prêts demain à m'amener aussi 2 ou 3 autres confrères qui font un bon travail, mais qui peuvent aussi sentir la nécessité de se déplacer, mais c'est déjà la mobilisation que nous faisons, c'est le sit-in aussi. Donc, ne nous conformons pas tout simplement au confort de cette vie en exil, parce que c'est en fait une prise d'otage, quelque part. Parce que je viens de vous dire, la qualité des ressources humaines est nulle, discutable, mais ça veut dire aussi que cette qualité sociale qu'on nous accorde ici, c'est aussi un mirage. Parce qu'un Congolais intellectuel ne peut pas se contenter d'un CPAS ici, même si le CPAS lui permet de boucler les fins du mois, alors que cet intellectuel-là, chez lui, serait millionnaire. Il créerait aussi des emplois. Mais nous sommes incapables de créer des emplois, simplement prendre l'argent, mettre à la banque et jouir. Mais ce n'est pas ça le développement. Donc, Maman Agnès, je vous rends la parole. Merci. Humanitaire, de faire de l'aide dans un pays quand le pays ne va pas bien. Mais quand nous nous engageons dans l'humanitaire, l'organisation est très très importante. Et moi, ce que j'ai envie de dire ici, vous allez voir, ça rejoint beaucoup de points, il faut d'abord se dire que pour construire, il ne faut pas nécessairement avoir, comment dirais-je, avoir plein de monde. Non, il faut avoir des vraies personnes qui en veulent vraiment. Et je crois ici, oui, ceux qui sont au pouvoir, ils ont beaucoup de choses, ils ont l'économie, ils ont tout ça, mais nous avons le peuple. Malheureusement, notre peuple, nous ne l'aidons pas beaucoup. Et je pense que pour l'aider, nous avons aujourd'hui une piste. La piste, c'est qu'on a aujourd'hui une diaspora avec une présidence. L'erreur que nous commettons souvent entre Congolais, c'est toujours se dire, moi je peux faire. Et qu'est-ce qu'il va faire mieux que moi? Et je crois que ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, on a une présidence de la diaspora, on a quelque chose qui se structure. Il faut qu'on ait le courage de se mettre derrière, sans dire, mais Azawa, il n'est pas ça le rebrouille, et ça ne va pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai élu? Ça, c'est déjà une grave erreur. Mettons-nous tous derrière ce qui existe et exigeons qu'elle travaille vraiment. D'abord, redéfinir qui sont les Congolais de la diaspora. J'ai croisé des gens qui me disent, mais non, Ghana, combien on a belge? Mais non, arrête. C'est pas parce que tu as une carte d'identité belge que maintenant, commis belge. Non.
on reste des Congolais de la diaspora. Et ça, je crois qu'il faut bien le définir. On doit tous se mettre là-dedans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, on dit, oui, les MR font ceci, oui, tel. Mais je veux vous dire, les Blancs, c'est toujours les Blancs. Qu'ils soient MR, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient écolos, quand il s'agit de leur économie, excusez-moi, ils vont faire la même chose. Et c'est des choses que j'ai déjà moi-même constatées. C'est d'abord l'intérêt de la Belgique avant tout. Eh bien, nous, on doit aussi commencer à parler comme ça. L'intérêt du Congo avant tout. Et j'ai envie de demander à tous nos compatriotes qui sont dans des partis politiques ici, qui commencent à raisonner comme les gens d'ici aussi, qui se disent que je sois dans tel parti ou tel parti, c'est d'abord le Congo. Qu'est-ce que moi je fais de la diaspora, même si j'ai ma carte belge ou bien américaine, qu'est-ce que je fais pour le Congo? Créer déjà cette unité d'esprit dans la tête, se dire c'est d'abord l'intérêt du Congo avant tout. Vous savez, quand il y a eu une des conférences nationales au Congo, on avait tout fait pour que ceux qui étaient pour Mobutu gagnent. Mais en ce moment-là, les Congolais étaient d'abord Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré les corruptions, tu sais ce qui est passé. Vous te demandez, mais comment Mobutu était même fâché? Et c'est ça que nous devons cultiver. Et pour ça, nous avons les mamans. Et croyez-moi, je disais encore, maman Hélène, même s'il n'y a qu'une poignée de mamans qui ont compris le message que nous faisons ici, il faut y aller. Comment? Éduquer. Vous savez, quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est vrai, vous savez. Et quand on dit aussi, la nuit porte conseil, c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'on est capable, nous les mamans, si on se mobilise, même mobiliser les maîtresses des gens qui sont au pouvoir là? S'ils comprennent. Mais pour ça, il faut le faire. Donc moi, j'ai pas peur. Je me dis juste, ceux qui disent, oui, c'est vrai, on répète, c'est vrai. Mais levons-nous, ceux qui sont là aujourd'hui, et osons déjà se dire, on a une prise de la diaspora, qu'elle s'organise, qu'elle mette dans son gouvernement des gens chargés de la communication. Parce que c'est la communication qui nous fait défaut. Même si les journalistes ne viennent peut-être pas. Mais si on a au sein de ce gouvernement des personnes chargées de la communication, ils vont avoir un programme de la communication. Il faut des juristes. Vous savez pourquoi est-ce qu'au Congo ça ne va pas? Parce que nos juristes ne veulent pas prendre leur charge en main. Moi j'ai été scandalisé lorsqu'on a fait là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me lève? Mais c'est parce que quand on a eu une réunion, j'étais étonné quand j'ai téléphoné à l'Amérique là. J'ai dit, mais dites, monsieur, j'entends qu'il y a des soldats américains qui sont au Congo. Ils vont aider le Congo. Ils me disent, mais non, madame, comment voulez-vous connaître le Congo si le Congo ne nous demande pas? J'ai dit, mais monsieur, comment voulez-vous que le Congo vous demande de l'aide si le Congo est occupé partout par les gens qui veulent occuper le Congo? Ils me disent, mais madame, mais au niveau juridique, qu'est-ce qui existe? J'appelle Paul Insam. J'ai dit, Paul, est-ce qu'au niveau juridique, il n'y a pas de documents qui sont faits? Il me dit, mais on voudrait faire, mais quand on veut faire, les gens, il faut... Et j'appelle maman Justine. Mais au niveau juridique, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ah oui, on va en parler. C'est ça, maman. On doit en parler. On dort. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Prenez un avocat, n'importe lequel, disons-lui, allez, va déjà déposer une plainte. Qu'il y ait plusieurs plaintes. À votre avis, pourquoi est-ce que je commence à crier un peu partout? Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent même pas ce qui se passe? Et nos propres enfants, ils ne savent pas. Donc, mes chères mamans, on peut commencer aujourd'hui à commencer à sensibiliser. Maman Justine, aujourd'hui, créez dans votre gouvernement des gens chargés au niveau juridique et au niveau communication. Et que directement, on bouge, on porte plainte, on agisse. Et puis, mes chères mamans, mes chers papas, vous savez que nous ne pouvons pas avoir tous les mêmes dons. Hein. Ne me demandez pas, moi, aujourd'hui, de commencer à faire ce qu'elle fait, ce n'est pas possible. Mais il faut qu'on ait l'humilité de dire, là, je ne sais pas. Donc, à partir du moment qu'on aura un bon gouvernement, qu'elle sera renforcée, moi, je vais faire mon niveau, ce que je peux faire. Et elle, alors, elle va essayer de voir dans son gouvernement, ok, maintenant, nous allons mettre cette transition en place au Congo. Quels sont les pièges qui existent? Parce que vous voulez, ils sont organisés d'une manière. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont organisés. Donc on aura du mal. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. Qui étudient, voilà les pièges, voilà les pièges. Attention, maintenant, toi, comme tu as parlé, on va attaquer ta famille. Mais voilà à tel endroit, on veut le protéger. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, depuis que j'ai fait, je ne fais que deux actions là, eh bien, on est déjà suivi. Hein. Mais donc, il faut qu'on s'organise aussi. Mais on ne peut pas baisser les bras. Mais donc, je pense que pour être efficace, il y a un gouvernement, madame,
bougez-vous. Mettez au sein de votre gouvernement des juristes, des gens qui mobilisent tous les Congolais, les mamans qui veulent faire quelque chose, qu'il y ait aussi une branche qui s'occupe de ça pour canaliser tout. La force de l'Europe, c'est l'unité. Ils peuvent parfois être dans plusieurs partis, mais il reste un dans leur intérêt. Mais nous, pas.